Imaginez un château anglais au cœur de la côte d'Opale. Eh bien, c'est exactement ce que vous découvrez ici à Condette, au château d'Ardelot. Derrière ces murs, un château fort médiéval, un manoir néo-gothique, une station balnéaire chic et surtout 1000 ans d'histoire entre la France et l'Angleterre. Un lieu qui a connu les guerres et qui célèbre aujourd'hui l'entente cordiale entre ces deux pays. Je vous propose de partir à la découverte de ce somptueux château comme si nous étions au 19e siècle. Venez, suivez mes pas. Mais ce château, qu'a-t-il de si particulier? Déjà, le château d'Ardelot, il est à Condette, pas à Ardelot-Plage. C'est vrai, On ouais. est sur la côte d'Opale quand même. Et pourtant, on se croirait un peu en Angleterre. À la fois parce qu'on a ce manoir néo-gothique du 19e siècle, tout à fait dans un style anglais, mais aussi des jardins franco-anglais. Et puis, ces remparts ici historiques. C'est un lieu qui est à la fois chargé d'histoire et aujourd'hui très vivant. Mais quand je regarde ce château, Camille, j'ai vraiment l'impression qu'il est comme neuf, comme s'il venait tout juste d'être construit. Oui, en fait, à partir de 2006, le département du Pas-de-Calais reprend la main sur le site suite à un appel de la mairie de Condette et ils vont entamer une grande campagne de restauration. Et en 2009, ouvre le centre culturel de l'entente cordiale. Et puis, depuis 2014, on peut aussi visiter donc l'intérieur du château à la manière d'un manoir victorien. Mais j'imagine que ça a été des années de travaux de réhabilitation, non? Ça a nécessité beaucoup de travaux? Ça a pris 3 ans pour les extérieurs et 1 an pour les décors intérieurs. Mais quelle est l'histoire véritable du château? Quelles sont ses origines finalement? On le voit bien d'ici justement. À la base, c'est un château fort. Il est construit au XIIIe siècle par le comte de Boulogne qui s'appelle Philippe Urpel et qui est aussi fils du roi de France Philippe Auguste. Et ce château fort va être détruit à l'occasion des guerres de religion au XVIIe siècle. Il va être acheté après la Révolution française pour être une simple ferme. Et puis son histoire commence véritablement au milieu du XIXe siècle avec un Anglais qui le rachète. Mais quand John Robinson Whiteley a repris le château, qu'a-t-il fait exactement? Alors, c'est un investisseur, lui, donc il pense que de cette manière-là. Il va acheter le château et il va le transformer en guest house, c'est-à-dire un restaurant avec des chambres d'hôtel pour les futurs pensionnaires de la station balnéaire d'Ardelot-Plage qu'il vient de créer. Mais à son époque, ça ressemblait à quoi? Alors, c'est un lieu de villégiature pour la haute aristocratie anglaise, on dit la gentry anglaise. Donc, c'est un lieu de luxe où on fait du golf, de l'équitation, où on se rencontre entre bonnes personnalités. Donc il faut imaginer tout ça ici derrière nous en fait. Oui, et même le départ du golf se faisait de cette tour. Ah, mais quelle était sa vision pour le château et la station balnéaire? Alors, Whiteley, c'est quelqu'un qui recherche une forme de gloire et de réussite. Dans son idée, il va utiliser la signature de l'entente cordiale en 1904 pour faire la promotion d'une station balnéaire qui veut être le berceau de l'entente cordiale en invitant l'aristocratie française et anglaise. Mais son action a-t-elle influencé le développement culturel du lieu aujourd'hui? Oui, ça a lancé la station balnéaire d'Ardelot-Plage, mais à l'époque, c'est un lieu de luxe, alors qu'aujourd'hui, le département du Pas-de-Calais veut en faire un lieu culturel ouvert à tous. Il est temps à présent d'aller découvrir ce qui se passe à l'intérieur du château. Je suis la guide et c'est parti. Mais Camille, qui a redonné vie au château? Alors, déjà en 1848, Sir John Eyre achète le site, c'est un Anglais, et il va entreprendre des fouilles archéologiques. Puis en 1865, Henri Gaille va faire construire le manoir néo-gothique qu'on connaît aujourd'hui et il va s'y installer avec sa famille.
Et là, juste là-bas, je vois qu'il y a un autre portrait. Et bien toujours un Anglais, c'est John Robinson Whiteley, c'est un investisseur britannique qui est très connu sur la côte d'Opale. Il achète le site en 1897 et lui, pas question d'y vivre, il en fait un club house, c'est-à-dire c'est un lieu de réception pour l'aristocratie anglaise. Et il va vraiment donner vie à la fois au site mais aussi à la station balnéaire Ardelot-Plage qui est créée en 1905. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, à sa mort, le château est acheté par un abbé, l'abbé Bouli, pour 1 franc symbolique. Et lui, pareil, il va confier le château à des sœurs qui y vivront. Mais qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui dans ce château? Aujourd'hui, on visite un intérieur remeublé comme à l'époque victorienne et on découvre l'histoire des relations franco-britanniques. Mais où est-on exactement ici? C'est le hall de l'entrée? C'est la salle de billard même, qui vaut comme salle de réception, déjà du temps d'Henri Gaille, avec une de nos pièces maîtresses, qui est ce magnifique billard avec une belle marqueterie. Il date de quelle époque? Il date du 19e siècle également, il est daté de 1854. Mais tous les meubles, quelles que soient les pièces dans le château, sont d'époque 19e toujours? Tout à fait, ouais, 19e, début 20e pour certains. Pour l'architecture et les décorations, les éléments décoratifs, on est vraiment dans le style néo-gothique encore et toujours. Là. Exactement, on retrouve les colonnes qui sont d'origine, les niches, et derrière on a nos fenêtres trilobées. Et la couleur, le jaune, le bleu, ça fait référence à quoi exactement? Et ben le bleu, il s'appelle le bleu Côte d'Opale. Ah, voilà, donc on a une référence à la région d'abord et avant tout. Tout à fait. D'accord. Bon, je crois que juste à côté, nous avons le fumoir. Normalement, c'est une pièce pour les hommes, non? Tout à fait. Oh. Mais à part fumer, que faisaient les hommes ici autrefois? Ils parlaient affaires et sans les femmes, bien sûr. Ouais, sauf aujourd'hui, mais ils sont pas là sans ton dire. Je crois que c'est un lieu aussi emblématique de la relation qui a pu exister entre la France et l'Angleterre, qui n'a pas toujours été très apaisée. Non, on commence avec ce chapitre avec des anecdotes et des épisodes de l'histoire franco-anglaise et des conflits, notamment à la période médiévale. 1000 ans d'histoire en fait sont retracés ici pour évoquer ces conflits, ces alliances, etc., etc. Mais par exemple, comment ça s'illustre? Là, je vois toutes sortes de toiles autour de moi, de dessins. Ouais. Chaque œuvre raconte un épisode emblématique des relations franco-anglaises. Donc, par exemple, on a Guillaume le Conquérant, ce roi français qui a conquéri l'Angleterre. On a l'épisode des bourgeois de Calais qu'on connaît bien grâce au sculpteur Auguste Rodin. Là, on voit justement les Calaisiens qui remettent les clés de la ville au roi Édouard III. On a aussi le siège de Calais par Henri VIII, parce qu'on a oublié, mais Calais a été anglaise pendant 200 ans. Et oui. Et là, juste en face, Mary Stuart. Mary Stuart, qui, la pauvre, est toute triste, elle retourne en Écosse après son séjour en France. Allez, on poursuit notre déambulation dans ce château somptueux. Et nous voici à présent dans le salon, tout de verre vêtu et de lions dorés, les lions qui rappellent l'Angleterre, hein. Ouais. Les lions rampants. C'est un salon qui fait écho au salon des hommes, le fumoir. C'est ça, ici on est dans la pièce féminine où les femmes buvaient le thé, comme l'illustre ce meuble à thé. Et là, autour de moi, des peintures, des gravures, on évoque quelle période de l'histoire? Ici, on parle des révolutions anglaises et françaises, comment l'une a nourri l'autre, puisque avant nous, les Anglais avaient fait tuer leur roi, qui avait épousé une Française, Henriette de France, et ça, les Anglais, ils ne l'ont pas supporté. Et nous voici à présent dans la salle à manger, une pièce très importante parce qu'elle nous explique enfin ce qu'est l'entente cordiale. Et oui, parce qu'on parle du château d'Ardelot, mais c'est lui qui porte cette entente cordiale. Et pourquoi et qu'est-ce que c'est? Alors l'entente cordiale, c'est deux choses. C'est à la fois la série d'accords diplomatiques qui est signée en 1904 entre la France et l'Angleterre. C'est quelque chose d'incroyable à l'époque parce que ça fait très longtemps que les Français et les Anglais se détestent. Mais c'est aussi tout le processus qui mène à cette signature. Qu'est-ce qui a permis qu'on puisse signer ce document? C'est des amitiés entre les souverains français et les souverains anglais pendant tout le 19e siècle. Et cette amitié, finalement, on la comprend au travers de différents objets qui sont ici exposés, comme ce canon. Exactement, c'est un peu étrange d'avoir un canon dans un endroit qui représente la paix. Ce canon, en fait, c'était d'usage de coutume de s'offrir des canons quand on était alliés. Et donc, la reine Victoria l'a offert à Napoléon III à l'issue de la guerre de Crimée. Et ce tableau, que représente-t-il? Il représente l'arrivée de la reine Victoria à Boulogne-sur-Mer. Elle vient rendre visite à Napoléon III et à l'occasion de ce voyage, elle va visiter Paris, elle va visiter Versailles. Et là, justement, nous avons le buste de Victoria.
Tout à fait, et c'est un autre cadeau que Victoria a fait à la France, et plus précisément à Louis-Philippe. Elle lui offre cette paire de bustes en 1844. Oh, et là on a une table somptueusement dressée. Dressée à la française et à l'anglaise. Alors à la française, c'est avec les dents de la fourchette contre la nappe et les verres en diagonale, et en face, à l'anglaise, les verres alignés et la fourchette levée. Ah, c'est marrant, j'aurais dit l'inverse. Ah, mais là, c'est une statue d'Édouard VII qui adorait la France, n'est-ce pas? C'est ça, le fils de la reine d'Angleterre Victoria aimait beaucoup les mœurs libertines françaises. Ah oui, il venait en France que pour ça? Oui. D'accord. C'est magnifique, hein. Dans la salle de billard, on a des carreaux de ciment somptueux du 19e. Là, on a une cage d'escalier splendide avec, regardez, le coq qui nous rappelle la France, bien entendu. Ouais. Et le revêtement mural, justement, c'est un revêtement qui est commercialisé par Whitley au 19e siècle. Ça s'appelle de l'incrustat. Et on a choisi le motif Élisabeth. D'accord, qui rappelle la reine d'Angleterre. Oh, et là, juste au-dessus, ça a l'air beaucoup plus ancien, non? Tout à fait, c'est l'ancien escalier en colimaçon du donjon. C'est la partie la plus ancienne du château. C'est ce qu'on appelle l'escalier à vis, c'est ça? Exactement. Pourquoi? Parce que ça tourne comme ça, comme une vis? Tout à fait, Ariane. C'est sans doute ma pièce favorite ici. Si on ferme les yeux et qu'on les ouvre tout d'un coup, on a l'impression vraiment d'être en Angleterre. Nous sommes dans une bibliothèque bien anglaise. Ben oui, on est chez les Anglais ici, hein. Henry Guy qui a fait construire le manoir, je vous en parlais. Et il y a sa fille aussi qui est connue. Alors, elle s'appelle Hélène Guy, mais elle est connue sous le nom de Guy d'Ardelot. Elle a pris le nom de son père auquel elle a ajouté le nom du château. Elle a grandi au château et c'est devenue une grande compositrice connue à l'international. D'accord. Les Français, on l'a un petit peu oubliée, mais elle est très connue dans les pays anglo-saxons. Ah, c'est pour ça qu'on voit un piano là-bas avec toutes sortes de partitions. Je Exactement. comprends mieux. Oh, et là, dans cette vitrine, un objet qui a toute son importance et qui rappelle une personnalité bien connue. Tout à fait, c'est la pipe de Charles Dickens qui est venu à Condette. Alors, il n'est pas venu dans le manoir qui n'est pas encore construit à l'époque de sa visite, mais on peut s'imaginer qu'il a pu venir voir les fouilles archéologiques de Sir John Eyre, dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Hop là. Ah, vidéo, c'est encore mieux. Mais il y a un côté très démesuré ici quand je vois le lustre. Quand je regarde juste en face la cheminée, on est dans un style avec cette cheminée tout à fait néo-gothique, non? Oui, elle est très imposante. Et en plus, on lui a ajouté la salamandre de François Ier, les roses Tudor d'Henri VIII, encore un symbole franco-anglais. Et nous voici à présent dans le cabinet de curiosités. Oui, c'est une pièce qui rend hommage à l'abbé Bouly, qui est le premier curé d'Ardelot-Plage, parce qu'il parlait anglais, donc Whitley l'avait choisi pour ça. Et c'est une figure locale, il est très connu ici encore chez les habitants. C'est l'inventeur de la radiesthésie, des sourciers, il a fait des recherches sur les microbes, c'est un homme incroyable. Et c'est lui qui, le dernier, a été propriétaire de ce château. Tout à fait, c'est le dernier propriétaire privé et cette pièce lui rend hommage. Alors pourquoi cabinet de curiosité? Oui. Parce que c'est comme chez lui, il avait amassé plein d'objets qu'il avait récupérés au bout du monde et c'est plein de curiosités en somme. Ouais, coquillages, oiseaux, squelettes, parfois un peu effrayants, il faut bien l'avouer. En traversant la chambre, puis le bureau de John Robinson Whitley, je suis vraiment impressionnée par la qualité de ces décorations murales. Ces papiers peints sont magnifiques, hein. Ça fait partie des pièces préférées de nos visiteurs parce que les papiers peints sont du designer William Morris. C'est un designer anglais très connu de la seconde moitié du 19e siècle et ces motifs sont vraiment redevenus à la mode ces derniers temps. Ici, c'était les chambres du guest house de John Robinson Whitley, donc du temps de la station balnéaire d'Ardelot-Plage. Allez, on prend un peu l'air à présent. Nous voici sur la terrasse. Et alors là, une fois encore, le style néo-gothique
s'exprime totalement dans la pierre. Hein. Oui, tout à fait. On avait vu à l'intérieur les lambris dans le fumoir, les luminaires dans le style cathédrale, qui sont vraiment des symboles du néo-gothique. Et à l'extérieur, sur l'architecture, on va retrouver des fosses meurtrières, des créneaux ou encore les fenêtres en forme d'ogive. Sachant que tout ça est fait au 19e, donc on a ce petit style romantique qui s'allie au style médiéval, en fait, gothique. Tout à fait. En fait, le néo-gothique, c'est reprendre les formes décoratives du Moyen-Âge, mais au 19e siècle, avec cette touche de romantisme, comme vous le dites. Alors là-bas, au loin, je vois des drapeaux. Je reconnais le drapeau anglais, français. Mais alors là, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a trop bu, qui a mélangé les deux? Un peu français, un peu d'anglais? C'est notre symbole, c'est le drapeau franco-anglais. Il est divisé en deux. Ah, d'accord, donc c'est volontaire. Ouais. Et le temps aussi est très significatif, je trouve. Là, maintenant, ça s'est couvert, il fait un peu froid. Nous sommes en Angleterre. Et quand il faisait beau tout à l'heure ce matin, eh bien, nous étions en France, n'est-ce pas? C'est bien ça, l'entente cordiale. On est français toutes les deux, donc on est d'accord. Ah, et là, Camille, ce sont des graffitis, mais de quelle époque datent-ils? De la Première Guerre mondiale, puisqu'on avait des soldats qui occupaient le château à cette époque-là. D'accord, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ce sont les noms des oui, soldats? ils sont venus noter leur nom sur la pierre, marquer leur passage. Voilà. Anglais. Ce qui me surprend dans ce château d'Ardelot, c'est qu'on a l'impression qu'il est à taille humaine. Il paraît étonnamment petit alors qu'il est immense en fait. À quoi est due cette impression-là? En fait, c'est comme s'il avait deux faces. D'un côté, effectivement, dans la cour, le château il est tout petit parce qu'il y avait juste une famille qui vivait dedans. Et de l'extérieur, il y a le donjon de l'époque médiévale qui lui est immense. C'est ça, donc ça dépend de l'endroit où on se trouve. Là par exemple, j'ai l'impression que je tends le bras et je suis déjà à l'étage supérieur. Mais ce jardin est magnifique. Là, on est au milieu d'un champ de tulipes. Le jardin est immense. Combien d'hectares fait-il? Nous avons 3 hectares de jardin. 3 hectares qui mêlent à la fois des influences britanniques, avec des espaces avec des formes plus irrégulières, et des jardins à la française, comme ici, plus structurés et plus symétriques. D'accord. Et je crois que ce jardin est construit de manière très pensée. C'est pas innocent que ce jardin soit de cette manière-là composé face au château. En effet, il y a un bel écho avec le manoir, puisque chaque jardin est construit dans le prolongement d'un point de vue du manoir. Donc il s'intègre parfaitement sur le site, il a été pensé comme ça, il s'intègre parfaitement sur le site. Et nous voici à présent au milieu des rosiers. Mais ce rosier, c'est pas n'importe lequel. Qu'a-t-il de si particulier? En effet, Ariane, ça s'appelle le rosier de l'entente cordiale et c'est un rosier qui a été spécifiquement créé pour le site. Ah oui, mais alors attendez, là je vois pas les roses, il est pas en fleurs. À quoi ressemble-t-elle? Au début du printemps, en effet, mais c'est une magnifique rose fuchsia. C'est absolument enchanteur ce jardin. Je vois même qu'à ma gauche là, on a les anciennes douves qui ont été remplies d'eau à nouveau. Elles retrouvent leur fonction première. Et puis un peu plus loin, nous avons ce qu'on appelle le lac des Miroirs. Mais qu'est-ce que c'est? Alors le lac des Miroirs, ça appartient à la réserve naturelle de Condette. C'est un lac qu'on peut contourner, qui a un sentier de 2 km environ et qui permet d'observer des grenouilles, des hérons et aussi des libellules. Bon, avec un tel cadre, Colline, j'imagine que vous organisez toutes sortes d'événements tout au long de l'année, non? Oui, tout à fait. Et nous avons des visites guidées, des ateliers dans les jardins, des soirées immersives, des jeux d'enquête aussi. Et puis nous avons aussi de l'événementiel plutôt sur la saison été, qu'on appelle le summertime chez nous, avec des concerts, du ciné plein air, une exposition de vieilles voitures également. Et c'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal.
Bon, on a promis qu'on allait découvrir ce théâtre élisabétain, alors on y va maintenant, Colline. Autre atout majeur du domaine, ce théâtre élisabétain. Mais qu'est-ce qu'il fait là, à côté du château? Quel est le rapport? Alors le théâtre élisabétain, ça fait référence au théâtre de l'époque d'Élisabeth Ier, d'Angleterre. Et c'est aussi le lieu d'une époque spécifique d'art dramatique, qui est aussi l'époque de William Shakespeare. Donc 2 figures anglaises bien connues. Exactement. Et donc l'architecte Andrew Todd, qui est également britannique, s'est inspiré du théâtre du Globe à Londres pour cette forme circulaire de notre théâtre, en clin d'œil justement à cette époque shakespearienne. Et tout en bois à l'extérieur comme à l'intérieur. Ah oui, il y a vraiment du bois partout là, du sol au plafond. Ah oui, Ariane, il y a 3 essences de bois ici qui constituent le théâtre. Il y a de l'épicéa, du mélèze et du chêne. Mais la particularité aussi des théâtres élisabétains, c'est qu'à l'origine, il n'y avait pas du tout de toit. À Londres, d'ailleurs, le Globe n'avait pas du tout de toit. Mais au vu de la météo, on s'est quand même dit que c'était pas mal d'avoir un toit, mais l'architecte a recréé un puits de lumière ici qui permet d'avoir de la lumière naturelle dans le site. C'est un effet très lumineux. Et puis ce qui me surprend, c'est la proximité là, des sièges des premiers spectateurs. Autre particularité du théâtre, justement, c'est que le public est forcément assis à moins de 10 mètres des comédiens, ce qui crée une certaine intimité aussi avec les comédiens. Mais ici, on proposait autant des pièces de théâtre que des spectacles de danse, des concerts. Tout à fait. Et on peut programmer une programmation pluridisciplinaire toute l'année. Alors là, sous mes pieds, pour l'instant c'est solide, mais je crois que ça s'abaisse. Qu'est-ce qui se passe? En effet, c'est ce qu'on appelle un proscénium qui peut s'abaisser. C'est la particularité de ce théâtre également, qui peut s'abaisser jusqu'au -1 et qui laisse apparaître une fosse d'orchestre pour justement avoir des spectacles avec des musiciens en sous-sol et le théâtre sur le plateau. Et alors tout ce bois, j'imagine que ça a un intérêt, notamment sur le timbre, enfin en tous les cas, la projection de sa voix. En effet, la forme circulaire aussi surtout permet de conférer à ce lieu une acoustique quand même assez exceptionnelle. Et on s'en rend assez bien compte quand on se positionne ici et qu'on déclame. Je vous laisse déclamer. On va chanter. C'est comme si ça gardait le son au cœur de cet amphithéâtre. Je ne sais pas si c'est le bon terme, la bonne appellation, mais il y a quelque chose de très présent, de très proche, d'immédiat dans le son. En effet, c'est vraiment une des caractéristiques principales de ce lieu. Et là, au fond, qu'est-ce que c'est exactement cette structure? Alors, c'est un mur de fond de scène qui correspond un petit clin d'œil au balcon de Roméo et Juliette, de la scène du balcon. Et c'est une structure amovible, donc on peut l'avancer et la reculer mais comme là, on souhaite. Peut pas. Elle est bloquée, mais oui. Tout est mécanisé en fait ici. Hein. En effet. Tant la fosse que le décor qui s'avance plus ou moins sur l'avant-scène. C'est génial ici, on a trop envie de se donner en spectacle. Oula, c'est le cas de le dire. C'est du théâtre clownesque. Si vous souhaitez comme moi visiter le château d'Ardelot, sachez qu'il est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Attention, il est fermé tous les lundis et certains jours fériés. Prix de l'entrée 5 €, 3 € en tarif réduit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du château, château-du-6ardelot.fr.